Monsieur le secrétaire général de la mairie de Touba, Monsieur le coordonnateur départemental de l'Arado, le coordonnateur également régional, le parquet se réjouit de cette initiative, de cette organisation sur la campagne nationale sur les violences faites aux femmes, réjouit également de cette participation sur ces infractions criminelles relatives au viol, mais également à la pédophilie. Réjouit également de cette participation par rapport à cette infraction qui gangrène notre société, relativement également à la ville de Touba. Je salue également cette initiative. En un mot, je salue également l'ensemble des participants, savoir les chefs de service qui sont ici présents dans cette salle, l'ensemble des participants, les journalistes, ainsi de suite. Vous m'avez convié à cette cérémonie pour sensibiliser dans le cadre de cette campagne de vulgarisation initiée par l'Arado, une sensibilisation relative, comme je viens de le dire, à ces deux infractions. Tant plus que nous sommes des acteurs judiciaires. Et si on parle de viol, si on parle également de l'infraction de la pédophilie, on fait allusion la plupart du temps à des partenaires, à des femmes. Mais il faudra également comprendre que les femmes sont tellement exposées par rapport à cette infraction, la plupart sont des femmes. Et si on parle de femmes, également on fait allusion à des mineurs. Les mineurs également sont exposés à cette infraction. Mais certains hommes également sont exposés. Parce que là, on peut commettre des viols et les victimes sont des hommes. C'est des actes contre nature. Si nous remontons au Sénégal, nous concevons que la loi, l'infraction de viol était un délit. Mais à partir de 2020, la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, la loi a été criminalisée. Si on parle de crime, donc il y a une sévérité par rapport à la peine. Donc il y a des tribunaux spécialement compétents pour juger donc ces faits, c'est les chambres criminelles. Et les peines également, au lieu de 5 à 10 ans, vont aller jusqu'à la perpétuité, des peines à perpétuité. Donc, au sortir également de cette cérémonie, au sortir également de cette journée, l'objectif visé, c'est tout simplement de comprendre ce qu'est le viol, ce qu'est la pédophilie, mais également comment il faut lutter contre ces infractions et quelle doit être la stratégie de la communauté pour simplement éradiquer ce fléau qui gangrène notre société. Il est fondamental également de comprendre et de définir le cadre juridique même de la loi. Le cadre juridique qui définit la loi par rapport au viol. L'engagement également dans la lutte contre ce fléau néfaste. Mais également une sensibilisation de la communauté sur cette nouvelle loi et le rôle de la communauté. Je l'ai dit tout à l'heure, si on parle de crime, le législateur sénégalais, et dans son esprit, c'est de partir à partir de la sévérité de la peine. Donc la lutte contre les violences sexuelles a été renforcée avec l'adoption de cette nouvelle loi, la loi 2020-05. Donc la lutte a été renforcée.
faut pas également comprendre que depuis lors, le Sénégal et les autres pays également ont lutté contre cette infraction. Le viol a été défini comme un acte de pénétration sexuelle par quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la contrainte, la violence, menace ou bien la surprise. Donc le législateur, dans son article 320 du Code pénal, définit le viol avec certaines caractéristiques. Il faut une conjonction sexuelle. Et cette conjonction sexuelle également doit être justifiée par la contrainte. La contrainte peut être physique, mais la contrainte peut également être morale. La violence, si on fait allusion à cette violence, c'est une violence également physique, mais également une violence morale. Menace, surprise, tous ces éléments caractérisent cette infraction par rapport à ces éléments constitutifs. Et le législateur nous dit par quelque nature qu'il soit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait conjonction sexuelle, mais autre conjonction également, on peut caractériser, on peut définir toujours, retenir cette infraction par rapport à ces éléments. Retenons également que, à partir de la promulgation de la loi de 2020, cette promulgation a été saluée par la communauté nationale, mais également a été saluée par la communauté internationale. Alors, puisque nous, dans notre travail, nous ne pouvons pas rester ici à Touba une semaine sans pour autant être saisi des faits de viol. Je dis bien une semaine. Et la plupart, c'est des filles moins de 13 ans, c'est des victimes mineures. Et nous savons tous que le législateur sénégalais ne considère pas également l'âge de la victime comme un élément constitutif de l'infraction. Le législateur, dans le cadre de sa définition du délit de viol, parle par contrainte, menace, surprise. Ça pour définir le viol, mais l'âge n'est pas un élément constitutif de l'infraction. Mais l'âge, c'est un élément des circonstances aggravantes par rapport tout simplement à la peine. Et il y a plusieurs obstacles qu'il faudra comprendre. Nous, en tant qu'acteurs judiciaires, dans la pratique, il y a plusieurs saisines. Le procureur de la République peut être saisi à travers une plainte. Soit une plainte pour des faits de viol sur un civilement responsable qui saisit le parquet d'une plainte, rédigeant les faits avec un certificat médical ou sans un certificat médical. Le parquet oriente cette plainte à la gendarmerie, à l'unité d'enquête qui est compétente pour élucider les faits, pour éclairer également sur la procédure à suivre. Et la première chose qui est fondamentale en matière de viol, c'est le certificat médical, le document médical. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des juristes. Nous ne sommes pas des médecins, mais nous travaillons avec des médecins. Dans le cas des réquisitions, nous faisons des réquisitions pour savoir. Et notre premier réflexe également, si un enquêteur ou bien un commandant appelle le procureur pour dire que telle personne nous a saisi pour des faits de viol, hier même on m'a saisi par rapport à ça au niveau du commissariat spécial de Touba. Et j'ai dit à l'enquêteur de faire des réquisitions pour savoir. Des réquisitions, ça c'est naturel. Que ce soit à la gendarmerie ou à la police, la première chose qu'il faudra faire, c'est des réquisitions. Et nous demandons des réquisitions sur la personne de la victime pour savoir est-ce qu'il y a une conjonction sexuelle ou non. Hélas, nous ne pouvons pas savoir. Parce que là, nous ne sommes pas des médecins. Mais c'est le médecin. C'est son résultat. Le médecin doit nous délivre un certificat médical
qui va dire tout simplement que l'hymen est intact, ou bien qu'il y a une déchirure hyménale ancienne, ou bien une déchirure hyménale récente, et il quantifie ces déchirures par rapport tout simplement à des constatations qu'il avait fait à cette fille victime devant son civilement responsable aussi. Que ce soit le père, la mère ou le tuteur. Donc ça c'est les premiers réflexes. D'habitude, donc nous, on peut nous saisir. Quel qu'en soit. Et qui nous saisit, c'est la victime. Accompagné de son tuteur civilement responsable. Mère, père ou tuteur. Nous pouvons également recevoir des plaintes venant de l'AMO. Et à chaque fois également, moi je félicite l'AMO de Mbacké, cette occasion, d'autant plus que l'AMO, en collaboration avec le parquet, veille sur les mineurs. On a l'habitude de dire que les mineurs sont les enfants les plus que de la République, ça c'est tout à fait normal. Et nous veillons sur ces mineurs et nous recevons également des plaintes venant de l'AMO, ou bien des dénonciations venant de l'AMO. La même chose, si nous recevons des dénonciations également venant de l'AMO, tant plus que il faudra comprendre également que nous sommes dans un département particulier. Nous sommes dans un département particulier. Si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, il y a certains également qui ne comprennent pas la voie à suivre. Parce que même s'ils ont été victimes, ils vont faire fausse route sans pour autant comprendre. Et là, il est également important de comprendre une fille qui vient de l'école, qui descend à 12 heures. Papa, j'ai été violée, mais maman, j'ai été violée, mais maman, j'ai été violée par mon enseignant, par mon maître coranique, ou bien quelque chose comme ça. Quelle doit être la réaction du parent? Ça, c'est important. Doit être la réaction. Il y a le choc psychologique qui est là, le choc. Mais il y a une réaction qu'il faudra faire. Et nous savons tous que la plupart du temps, dans la pratique, les enfants ne parlent pas. Les enfants ne dénoncent pas. On voit des filles mineures de moins de 13 ans qui subissent des attouchements sexuels, qui subissent des faits de viol à longueur de journée et qui ne dénoncent jamais ces faits à leurs parents. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il y a une rupture de communication entre des parents et des enfants. Ça peut se justifier. L'enfant peut avoir peur pour dénoncer certains faits à son père, bien à sa mère, bien à son tuteur. L'enfant victime de viol par son maître coranique, des viols répétitifs, ou bien l'enfant victime de viol par son enseignant, par son maître à l'école, des viols répétitifs. Cette fille de 13 ans, 14 ans peut ne pas dénoncer ces faits. Et si les faits ont lieu au mois de janvier, février, mars, avril, la fille est en état de grossesse et c'est sa maman qui constate cet état de grossesse. Elle va interpeller sa fille. Ça c'est logique. Et la fille va commencer à parler. D'habitude, nous recevons ces cas. D'autres aussi, la fille qui ne dénonce pas immédiatement, aussitôt à ses parents, cette fille peut dénoncer ses faits à sa copine, à ses proches, ses collaborateurs immédiats. Et ces collaborateurs également peuvent remonter l'information jusqu'à atteindre ses parents. Là également, ça peut arriver. Donc, ce qu'il y a de faire, nous, en tant que parents, notre rôle, c'est tout simplement de discuter et de parler avec nos enfants. Que l'enfant n'ait pas peur pour dénoncer certains faits à ses parents. Que l'enfant ait le courage de venir, de raconter tout ce qu'il a fait dans la journée à son père ou à sa mère. Il faut
donner cette confiance à cet enfant. Il ne faut pas rejeter l'enfant. Si l'enfant parle, il faut l'écouter. Si l'enfant raconte certaines choses, il faudra l'écouter. Mais si l'enfant parle, vous l'arrêtez. S'il a été victime des sévices corporels, des attouchements, des faits de viol, cet enfant ne va jamais dénoncer ses faits à ses parents. Parce qu'il y a deux faits. Il y a la peur, sous l'effet de la peur, sous l'effet également de cette contrainte et des menaces. Il faudra comprendre qu'un maître coranique ou bien un maître qui pose des actes de viol à l'endroit des filles, après l'acte sexuel, il y a toujours des faits de violence, des faits de menaces. Si vous me dénoncez. Et donc, sous l'effet de cette peur, l'enfant continue ce silence à ne pas dénoncer ces faits à ses parents. Ça, c'est problématique. Donc, il y a ces deux effets. C'est l'effet de la peur, c'est l'effet de la menace. Si nous revenons par rapport à cette loi, dans cette nouvelle loi, il faudra comprendre que le viol a été criminalisé, comme également la pédophilie. Et le législateur pénal pose certaines circonstances aggravantes sur des viols commis sur des personnes vulnérables. Et si on parle des personnes vulnérables, le législateur fait allusion à des femmes en état de grossesse très avancée, ou bien des personnes du fait de leur âge. Si on parle de viol, on ne peut pas toujours se contenter sur les mineurs. Il y a des personnes âgées également. Il y a des personnes en état de grossesse. Il y a des femmes mariées qui peuvent être victimes de viol. Il y a également des femmes qui peuvent être également victimes de viol, dépassent 13 ans, 20 ans, 21 ans. Par un groupe d'individus, c'est ce qu'on appelle le viol collectif. 4 personnes qui se relaient sur une vieille dame, sur une grande dame. Moi, j'ai connu même cette procédure à Kaolack quand j'étais au parquet de Kaolack. Une femme qui partait dans la brousse aux environs de 16h, 17h, revenant tranquillement de la brousse, elle a rencontré 4 hommes à bord de leur charrette. Et l'attitude également de ces hommes, c'est tout simplement de commettre, d'agresser cette femme, non seulement de l'agresser, mais également de se relayer. Il y en a un sur cette femme qui a également été victime de viol. C'est le viol collectif. Et le viol collectif également, le législateur pose ça comme une circonstance aggravante concernant cette infraction qui peut aller jusqu'à également la perpétuité. Et si on parle de peine perpétuité, c'est la peine à vie. Tandis qu'au Sénégal, on a supprimé la peine de mort. Et à Touba, à Mbaké, la problématique fondamentale, parce que nous également, nous profitons de ces assemblées pour vous souligner cette problématique fondamentale. En tant que procureur de la République, nous concevons, et ce qu'on voit, la plupart des filles victimes n'ont pas leur extrait de naissance. N'ont pas leur extrait de naissance. Ça pose problème. Je l'ai dit tout à l'heure, l'âge de la victime n'est pas un élément constitutif de l'infraction. Ça ne va pas permettre de caractériser l'infraction, mais ça va permettre de poser certaines circonstances aggravantes. Il y a un moment qui vient là au niveau du commissariat et qui dit que ma fille est âgée de 13 ans. Et le commissaire qui appelle le procureur, qui dit que la fille est âgée de 13 ans. Mais le procureur, sa première question, c'est seulement de voir. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la carte des faits de viol, c'est deux éléments. C'est le certificat médical d'abord, qui m'intéresse, mais qui ne nous lie pas. Deuxièmement, c'est l'extrait de naissance de la victime qui m'intéresse. Et pourquoi ces deux éléments m'intéressent? Le certificat médical va me renseigner sur la conjonction sexuelle, va me renseigner si cette fille a perdu ou non l'hymen.
Et il faudra également comprendre que même si l'hymen est intact, il peut y avoir conjonction. C'est-à-dire, il peut y avoir conjonction sexuelle alors que l'hymen est intact. Nous discutons avec les médecins. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des certificats médicaux dans nos bureaux. Mais nous appelons le médecin traitant qui a consulté. Et il nous donne également des orientations. Parce que là, ça nous interpelle et ça nous permet simplement de comprendre et de comprendre également le langage médical, c'est un langage codé. Comme le langage juridique, c'est un langage codé. Et dans la société, c'est que deux personnes qui interviennent sur la personne humaine sont les médecins et les magistrats. Les médecins interviennent par rapport à une maladie pour le soigner, mais les magistrats interviennent sur la personne sur un comportement, sur un fait de la société. Mais ce que nous remarquons, les filles ne sont pas déclarées. Il n'y a pas d'extrait de naissance. Pas d'extrait de naissance. Hier même, je dis même hier, j'ai été informé des faits de viol. Des faits de viol où la fille nous dit avoir 14 ans, elle est âgée de 14 ans. Après, le commissaire m'a dit que la fille est âgée de 14 ans. Devant son père, devant sa mère. Je lui ai demandé est-ce qu'elle a un extrait de naissance. Non, elle n'a pas d'extrait de naissance. Et morphologiquement également, nous voyons, elle est mineure, mais on ne voit pas son âge. On peut voir morphologiquement cette fille, elle est mineure. Mais est-ce qu'elle a 14 ans? Est-ce qu'elle a 16 ans? Est-ce qu'elle a 15 ans? Est-ce qu'elle a 18 ans? Parce que là, par rapport à l'âge, c'est déterminant pour tout simplement orienter. Pour orienter cette infraction et la poursuite. Parce que le procureur, c'est le maître des poursuites. Le procureur également, c'est lui qui saisit, c'est lui qui saisit la juridiction et c'est lui également qui qualifie les faits. Un fait peut être qualifié de viol, mais un fait similaire peut être qualifié de pédophilie ou non, ou bien de détournement de mineurs. La détournement de mineurs, c'est 18 ans. La pédophilie, c'est 16 ans. Là, c'est les éléments constitutifs. Dans le cadre des faits de viol, de détournement de mineurs et de pédophilie, l'âge est un élément constitutif. Contrairement au fait de viol qui est une situation aggravante. Donc, ce qui est important également, c'est d'aller déclarer nos enfants. Il faut qu'on déclare, il faut que l'enfant ait une extrait de naissance. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans le cadre des poursuites de ces infractions qui, tout simplement, vont permettre tout simplement de comprendre. Moi, ce que je fais également dans la pratique, ici à Touba, on avait une procédure de viol, on se voit tous, en même coranique, qui a été poursuivie pour des faits de viol. Il y a eu plusieurs victimes. Je ne sais pas si il y a eu plusieurs victimes. Plusieurs victimes. Et comment j'ai traité la procédure? J'ai demandé à l'enquêteur de photographier toutes les victimes et de mettre les photos dans le cadre de la procédure. Moi, je sais très bien que cette fille, elle n'a pas de cette naissance, mais j'ai vu sa photo, je peux déduire qu'elle a 8 ans. Ou bien je peux déduire qu'elle a l'âge de ma fille. Elle ne peut pas avoir 15 ans. Donc là également, c'est ce que nous faisons dans la pratique. De photographier la victime, d'inclure cette photo dans la procédure au moment de l'instruction. Ça peut permettre au juge de comprendre que cette fille, elle est là. Mais nous, la communauté, notre premier rôle, c'est de déclarer nos enfants, que nos enfants également aient une extrait de naissance. Et si nous déposons plainte au niveau du paquet, on dépose automatiquement l'extrait de naissance. On fait également un certificat médical. Si vous ne pouvez pas avoir le certificat médical au niveau du commissariat ou bien de la gendarmerie, il y a des réquisitions. Et le médecin est tenu de faire le document médical. Moi-même, au niveau de la brigade de recherche de Touba, il y a des faits de viol. La victime, elle était là, fait de viol. C'était un samedi, avec une plainte. Le commandant m'en a parlé. Je lui ai dit tout simplement de faire une réquisition. Une fois à l'hôpital, le médecin lui avait dit de partir jusqu'au lundi. Le commandant m'a appelé. Je lui ai dit non, il n'a qu'à le faire tout de suite. Ça, c'est une faute professionnelle. Il faut qu'il fasse des constatations le jour. Et il l'a fait. Et si nous ne le faisions pas, on va faire un rapport, il faudra une faute professionnelle, on va poursuivre. Parce que là,
Il y a la disparition des traces. La disparition des traces. Parce que dans le cadre des faits de viol, c'est pas comme les autres infractions. Parce que l'auteur du viol, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'être seul avec sa victime. Donc il n'y a pas de témoin. C'est très difficile de concevoir un témoin. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. C'est très difficile. C'est très rare de concevoir un témoin dans des faits de viol. Parce que l'auteur de la victime, il fera tout pour être en intimité avec cette fille. Ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse. Et nous également, ce que nous faisons dans la pratique, c'est après les faits de dénonciation que l'enquêteur puisse, avec sûrement responsable et la victime, faire un transport sur les lieux pour voir la description de la chambre. Pour voir, parce que la fille va faire cette description. La victime fait cette description. La chambre était là, le lit était là, c'est une peinture, les carreaux, la lampe était là, on va allumer. Et la fille qui avait l'habitude de venir fréquenter cette chambre également peut faire sommairement cette description. Et si cette description également correspond au moment du transport, nous pouvons simplement dire que la fille a fréquenté cette chambre, la fille était dans cette chambre. Là, c'est des éléments. Donc ça, c'est des éléments matériels et des constatations matérielles, en plus du certificat médical, en plus également de l'extrait de naissance de la victime, en plus également des circonstances de la découverte de l'infraction. Parce que là, ce qui intéresse également le parquet, en tant que maître de poursuite, de voir les circonstances de la découverte de l'infraction. Il y a eu viol, mais comment on a pu savoir qu'il y a eu viol? Comment cette infraction a été découverte? Les circonstances, les éléments, les circonstances factuelles, objectives, qui permettent de dire clairement qu'il y a eu viol. C'est pas facile. Mais il faudra également revenir pour voir que c'est une très bonne chose, certes, de criminaliser le viol, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que le fait de criminaliser, ça rend à diminuer les faits de viol? Moi je dis non. Il y a toujours des faits de viol qui sont là. Et ça devient de plus en plus récurrent. Bien qu'on a criminalisé, bien que le législateur devait être très sévère, allant jusqu'à perpète, mais il y a toujours des faits qui sont là. Moi je dis, on ne peut pas rester une semaine sans pour autant comprendre, sans pour autant voir qu'il y a eu viol. Je vous donne une statistique très simple. En septembre 2019, il y a eu 1200 cas de viol. Et 15 femmes ont été tuées. Si également nous prenons certaines infractions, certains tribunaux au Sénégal, je dis en ensemble au Sénégal, à Dakar, Saint-Louis, Diourbel, Thiès, là c'est des régions où le taux de cette infraction est grandement par rapport à cette. Qu'est-ce qui le justifie? La promiscuité, le peuplement. Qu'est-ce qui le justifie? Peut-être même si on parle de manque d'éducation, mais l'éducation est autre là ça. Mais il faudra qu'on sensibilise nos enfants. Il faudra qu'on surveille les filles. De l'autre côté également, cette loi a été magnifiée. Mais cette loi également, elle est problématique. Et je vais vous dire pourquoi cette loi elle est problématique. Vous ne pouvez pas savoir que si on dit que cette loi elle est problématique, moi je dis cette loi elle est problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que là, ça engorge nos juridictions. Le Sénégal est constitué par un déficit de magistrats. À Diourbel, il y a un magistrat instructeur, il y a un seul magistrat instructeur, il y en avait deux, et si on parle de viol, avant 2020, on jugeait comme un délit. Donc on peut interpeller quelqu'un le lundi, parce que moi j'étais à Dakar, j'ai fait 7 ans à Dakar. Là, on interpelle quelqu'un le lundi, on le juge le mercredi pour faire le viol. On l'interpelle le lundi, travailler le mercredi à Dakar. 5 à 10 ans. Et c'est la même composition. Si on renvoie à une semaine. C'est toute une pratique. Mais présentement, on interpelle quelqu'un le lundi, on le défère à Diourbel, il y a obligatoirement l'instruction.
On ne voit pas le juge. C'est-à-dire, on va confier le dossier à un magistrat instructeur. Et le magistrat instructeur, lui, dans la pratique, il va continuer les investigations. Et d'habitude, ce sont les mêmes investigations, c'est les mêmes résultats que l'enquête première. Parce que là, il faut bien travailler l'enquête. Moi, je dis à nos enquêteurs, un enquêteur, moi je préfère qu'on prolonge la garde à vue pour mener à bien à fond une enquête approfondie, comme ça pour faciliter également le travail du magistrat instructeur. Mais si le viol a été criminalisé, pourquoi je dis c'est problématique? Ça engorge nos juridictions. Parce qu'après le viol, il y a d'autres faits criminels qui sont dans nos cabinets d'instruction et il y en a plusieurs dossiers. Ça, ils peuvent rester également pendant 2 ans, 3 ans, sans pour autant également être jugés. Et les gens ne comprennent pas parce que les cas de viol sont là. Ils sont nombreux. Il y a plusieurs cas de viol. Il y a plusieurs cas de viol. Et la plupart également, dans les chambres criminelles, c'est 20 ans, 10 ans, 20 ans. Donc on pouvait tout simplement, c'est mon avis, on pouvait ne pas criminaliser la loi et également rester tout simplement à des cantons de la peine beaucoup plus sévères et les juger. Et le doyen Feu Kebarbey, qu'est-ce qu'il disait dans son discours? Une justice statique équivaut à l'injustice. On a quelqu'un ici en 2020, 2019, il est dans le quartier. Tout le monde parle. Il a violé, il a fait des viols sur les filles de nos voisins qui étaient à côté. 2019, 2020, 2021, 2022, on va le juger. On a oublié. Ça cicatrise. Ça cicatrise. Mais si on l'interpellait, aujourd'hui, on le juge 2 jours après, on n'oublie pas. Les gens vont suivre. Les gens vont suivre parce que la peine doit servir. Une peine qui n'a pas cette fonction de servir n'aura pas. Et si on criminalise également le juge qui est là, qui juge des faits de viol, nous sommes des magistrats, mais le juge, avant même de condamner quelqu'un à des peines perpètes, 20 ans, 10 ans, il va se rassurer des preuves tangibles, des preuves concrètes à l'audience. Les déclarations de la victime qui nous dit que j'ai été victime de faits de viol, lui il conteste les faits. Le certificat médical est là. Mais il y a d'autres éléments également qui sont là. Parce que là, ce qui l'intéresse, son boulot, c'est tout simplement de contester. Il va contester. C'est très rare. C'est très rare. Rare de voir quelqu'un qui reconnaît. Je reconnais l'avoir violé. C'est très rare. Ça, c'est des filles de moins de 13 ans. Et des femmes vulnérables, âgées du fait de leur grossesse, qui vont être victimes des faits de viol. Mais il faudra accompagner également le parquet. On peut même, une fille de 17 ans, qui nous dit avoir été également victime de viol. Elle a 17 ans, elle nous dit qu'elle a été victime de viol. Elle est élève en classe de première. Et à chaque descente, elle part voir son petit ami. Elle reste là-bas jusqu'à 22 heures, sans se verser de leurs parents. Elle part dans les soirées et autres. Elle est en état de grossesse de 2 mois. Le certificat médical nous dit hymen, déchirure hyménale ancienne. Donc la fille avait l'habitude de faire des actes sexuels depuis. Est-ce que cette fille n'a pas donné son consentement? Est-ce qu'on parlait de faits de viol? Dans ces hypothèses, c'est cas par cas. C'est cas par cas. L'âge de la victime, je l'ai dit, n'est pas un élément constitué de l'infraction, mais c'est un paramètre d'appréciation de la validité du consentement de la victime. Et le législateur également ne peut pas nous dire à tel âge que personne peut donner son consentement. Mais moi, je peux dire tout simplement, cette fille a donné son consentement, elle a 17 ans. C'est consentante. On l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'était son petit ami. À chaque fois, elle a presque 18 ans. Et si cette fille également tombe en grande de grossesse, elle informe ses parents. Moi, à chaque fois, je dis, n'eût été cette grossesse, personne ne sera au courant. C'est à partir de cette grossesse qui a révélé l'acte sexuel. Mais s'il n'y avait pas cette grossesse, on ne pouvait pas savoir que cette fille faisait des rapports sexuels. Ça ne se saurait pas. Le certificat médical qui ne nous dit pas
déchirures récentes, que des déchirures humaines anciennes. D'autant plus que ça veut dire que la fille a perdu l'humaine depuis. On ne peut pas savoir depuis quand, mais depuis. Concernant ces situations également, le parquet met des poursuites, analyse cas par cas des faits. Cas par cas. Même si on ne qualifie pas des faits de viol, la loi protège les femmes. Certes, par rapport à ça, on peut qualifier également d'autres infractions de détournement de mineurs ou autres. Si on revient à la pédophilie, c'est quoi la pédophilie? C'est des attouchements, des caresses, manipulations quelconques à des fins sexuelles sur une fille victime également à âge de moins de 16 ans. L'âge qui est également constitué de l'infraction par rapport à cet âge également. S'il y a eu fait de viol sur un enfant de moins de 13 ans, il y a forcément un pédophilie. Avant l'acte sexuel, il y a cette pédophilie qui est là. C'est ça, c'est tout à fait normal. Donc, en résumé,